la trappe ne marchait pas bien et le bourreau devait donner un coup sec sur le pied du condamné pour avoir un résultat. À quand remonte la dernière exécution publique? La dernière fois que ça a eu lieu à Oxford, c'était en 1863. Le condamné était un certain... Noah Austin, qui avait tué le père de sa fiancée. Exact. Mais l'exécution publique la plus célèbre a eu lieu en 1860, quand les assassins du canal d'Oxford furent pendus. Des trains spéciaux étaient venus de Londres et une dizaine de milliers de personnes étaient à l'extérieur de la prison. C'était plus que pour voir jouer Oxford United. Le meurtre du canal d'Oxford. La victime était une femme mariée des plus respectables du nom de Joanna Franks, qui était ce jour-là venue de Coventry rejoindre son mari à Londres par le canal d'Oxford. À bord de cette péniche de chez Pickford qui faisait la navette, la Barbara Bray. Très tôt, un petit matin de juin 1859, elle passa l'écluse de Prince Lock, à peu près ici. Quelques minutes plus tard, son corps fut retrouvé au fond de l'eau. Une enquête judiciaire fut aussitôt ouverte. Et rappelez-vous, à cette époque, on venait d'inventer la brigade d'enquête criminelle et sa compétence devint très vite légendaire. Charles Dickens adorait participer à ces chasses aux criminels avec les inspecteurs de Scotland Yard. Le ministère public avait pu prouver que Joanna Franks avait été agressée et tuée par les hommes d'équipage de la péniche. Ils furent jugés en assises à Oxford et, en 1860, 2 de ces hommes, Oldfield et Musson, finirent sur une potence de l'État. Servez-vous, cher monsieur. Non, merci, je ne prends rien. Servez-vous. Est-ce que vous vous sentez bien, Morse? Oh, notre merveilleuse oratrice. Vous êtes très érudite, docteur Van Buren. Je vous remercie. Je ne sais pas si mes prédécesseurs avaient raison. Oui, c'est dur à dire. Mais si quelqu'un s'essayait à cette affaire aujourd'hui, il arriverait à la même conclusion. C'était assez évident, cette Je histoire. ne suis pas si sûr, docteur Van Buren. Il n'avait pas notre médecine légale en ce temps-là, vous savez. Bien sûr, ils ne connaissaient pas encore l'informatique et la médecine légale, mais ils avaient une grande connaissance de la nature humaine. Et nous ne l'avons pas, hein? Voyons, Morse. Oh, vous êtes Morse. Justement, je voulais vous parler. Voulez-vous... Excusez-moi, docteur Van Buren. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je ne crois pas. Pardonnez-moi, docteur Van Buren. Morse! Oh mon Dieu! Ça va mieux? Son état semble stationnaire. Allez, faites vite! À 3, on lève. 1, 2, 3. Faites venir un chef de clinique. Attention, monsieur Morse. Vous êtes très malade. J'espère que vous en avez conscience. Et il faut vraiment que vous dormiez. Dites, qu'est-ce que j'ai vraiment? Je ne peux pas vous le dire. Le chirurgien vous fera un examen complet demain matin. Allez, dormez bien, monsieur Morse. Il faut garder un œil sur lui. Oui, je viens de regarder son dossier d'admission. Il ne faut pas hésiter à appeler.
Attention. Très bien. Vous avez le foie hypertrophié. Vous buvez beaucoup, monsieur Horst? Morse. Pas beaucoup. J'aime bien un verre de bière. Et combien de verres par semaine? Par semaine. Bon, simplifions les choses. Combien par jour? 2 ou 3. Les alcools? Quelquefois, j'aime bien m'offrir une bouteille de scotch. Et combien de temps dure-t-elle? Ça dépend de la taille de la bouteille. Dans notre domaine, il y a 2 statistiques dont on doit tenir compte. La puissance sexuelle des gens qui sont diabétiques et la boisson que les classes moyennes consomment. Cependant, on ne peut pas deviner comment va réagir votre abdomen. Vous disiez le foie. Ça aussi, si vous ne réduisez pas la boisson. Vous avez vraiment exagéré? Je me trompe? Ah bon? Mais quel est vraiment le problème, docteur? Au mieux, vous avez peut-être un ulcère qui a décidé de se mettre à saigner. Au pire, vous avez un ulcère cancéreux qui nécessite une grave opération. On vous a fait un rapide examen hier soir, mais il va falloir qu'on vous fasse une endoscopie et une biopsie. Mademoiselle. Là-dedans, monsieur. Le docteur Ashran est demandé à la réception. Le docteur Ashran à la réception. Thé ou café, monsieur Greenwood? Un gin tonic, s'il vous plaît. Glace et citron? Pas de glace, ça gâche le gin. Mademoiselle, j'ai besoin de voir les résultats. Une endoscopie, j'ai eu ça. Résultat, je vais me faire ouvrir. Êtes-vous de sa famille? Il nous a dit qu'il n'en avait pas. En réalité, je suis docteur. Ah. Entrez dans ce cas. Bonjour, mon cher. Eh bien, vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal pour éviter notre conférence. Vous vous sentez mieux? Madame Van Buren, non, pas du tout. J'ai eu envie de venir vous voir. J'ai dit que j'étais médecin. Vous l'êtes? Pourquoi aviez-vous tellement envie de venir me voir? Je vous amène un livre. Je me suis dit que vous alliez rester ici un moment et qu'un peu de lecture pourrait vous faire plaisir. Les grandes enquêtes criminelles de la période victorienne par Millicent Van Buren. C'est vous? Ça, c'est gentil. Il y a l'affaire du canal d'Oxford. Ah, cette affaire si évidente. Lisez ça et vous verrez quelle l'était. Et est-ce que vous rentrez chez vous maintenant? Oh non, pas déjà, j'ai encore plein de travail. Là, j'écris mon prochain livre. Et l'Institut de criminologie possède vraiment de bonnes archives ici. Ça, c'est parce qu'à Oxford, il y a beaucoup trop d'étudiants et pas assez de policiers. C'est vrai. Voilà pourquoi j'étais curieuse de vous connaître. Excusez-moi, qui est avec monsieur Morse? Elle dit qu'elle est son docteur. Mais non, c'est faux. Vous êtes une amie de Morse? Bonjour, Millie Van Buren, de l'Université de Boston. Il m'a promis de jeter un coup d'œil sur mes recherches. N'est-ce pas charmant? Si, tout à fait. Ah, Morse. Mais pourquoi tu ne me l'as pas fait savoir plus tôt? Je serais venue immédiatement, tu le sais, ça. Tu étais encore à Carlisle. Comment va ta mère? Beaucoup mieux, merci. Alors, je pars pendant 1 mois et toi, tu me fais ça. Comment vas-tu? C'est une affaire typique d'erreur d'identité. Bien sûr, ça m'en a tout l'air. Qu'ont-ils l'intention de te faire? Là, je suis bon pour un examen interne, une endoscopie. Et ensuite, ils décideront s'ils doivent me découper ou pas. Oh, je compatis, Morse. Tu dois te faire tellement de soucis. Oui, tu parles. Mais ils doivent certainement bien s'occuper de toi ici. Oui, il y a une belle infirmière noire du nom de Fiona. Oui, je l'ai vu. Le rêve de tout médecin. Un monstre d'infirmière écossaise du nom de Nessie. Je l'ai vu. Mais elle viendrait pas du Loch Ness par hasard? Elle doit même venir du fond du lac. Tu sais ce que ça veut dire, tout ça, hein? Ça ne fait aucun doute, ils ont déjà prévu mon remplacement. Oh, ne sois pas ridicule. Je sens que ça va venir. Mais tu es leur meilleur inspecteur. Je l'étais. Regarde-moi maintenant. Arrête, Morse. Est-ce que c'est... Excusez-moi, madame, j'ai besoin de ses fesses. Ah oui, pardon. Une piqûre, si ça ne vous fait rien. Oui.
Et j'en ai 2 qui manquent. Lewis, il a des cours pour son concours. Et maintenant, Morse est à l'hôpital. Et on a un gros coup de filet à faire dans les milieux de la drogue à Corée. Désolé, monsieur. Non, c'est rien, mon jeune ami, ne partez pas. Je manque d'effectifs pour cette action. Et le malaise de Morse me rend complètement... vous savez... De mauvaise humeur? De mauvaise... Non, je crois que ça commence à bien faire, les stagiaires. Hein. Ce qu'il me faut, ce sont des hommes d'expérience pour ce genre d'opération coup de poing. Ah oui, je vois. Mais enfin, si vous pouviez... Allô? Ah non, mais c'est pas vrai. Kershaw, à l'avenir, ne m'interrompez pas quand je discute avec le chef de la police. J'essayais d'être utile, monsieur. Eh bien, soyez-le. J'aimerais avoir du raisin. Et un bon vieux polar. Bien sûr, monsieur. Du raisin. Je vous rapporte du noir ou bien du blanc? Bah, du noir. Non, non, un peu de blanc. Une demi-livre ou plus? Mais faites preuve d'initiative, mon vieux. Vous avez un diplôme de formation accélérée. Le 22 juin 1859, très tôt le matin, le corps d'une jeune femme fut retrouvé dans le Princess Cut, un bassin situé sur le canal de Coventry à Oxford. Oh, c'est pas vrai, ça! Mais tu l'as vu ou quoi? Ouais, allez les gars, on continue, hein, allez! Comme le passeur Philip Toms le dira ultérieurement dans son témoignage, il venait d'amarrer son étroite péniche sur le canal d'Oxford quand il remarqua quelque chose dans l'eau. Une robe de femme en train de flotter. Hé, monsieur! Venez m'aider! Allez, monsieur Morse, sur le chariot. Bon, vous êtes un homme intelligent, monsieur. Je suis certain que vous m'aiderez au mieux. Vous voyez ce long tube ici? Je voudrais que vous l'avaliez. Pourquoi? Je dois regarder dans votre estomac et faire une biopsie. Si vous ne voulez pas coopérer, je devrais vous mettre sous sédatif. Et si je ne peux pas? Ça vous ôtera tout le plaisir et vous ne vous rappellerez rien. Combien de temps ça risque de durer? 15 bonnes minutes. 15 bonnes minutes. Bon, on va le mettre sous sédatif. Eh bien, ces dessous sont tout déchirés. Ce n'était pas un accident. Il y a une grave décoloration du visage. Avez-vous pu voir ce qui s'est passé? Elle flottait au fil de l'eau dans le Prince Cut. On l'a ressorti comme ça, le visage tout noir? Oui, monsieur. Et aucun de vous ne sait qui elle est? Non, monsieur. Vous avez vu quelqu'un d'autre dans le coin? Une péniche de la Pickford passait et la Barbara Bray. Et il y avait un gentleman, un gros gentleman qui marchait sur la berge. Officier, vous deviez tout de suite télégraphier à la police d'Oxford et leur dire de retenir la péniche. Vous, amarrez tout de suite! Mais qu'est-ce qui se passe, Thomas? Qui est le capitaine ici? Moi, Rory Oldfield. Combien d'hommes d'équipage? 3 et un môme. 2 équipes se relaient nuit et jour. Bon, allez, vous faites sortir les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Allez, dépêchez-vous tous les deux, sortez! Avez-vous perdu une passagère? Ah oui, une vraie folle. Si elle est tombée à l'eau, c'est de sa faute. Et où est-elle maintenant? Elle a sauté à Filbert Lock et c'est tout. Sauter dans l'eau? Non, sauter sur la berge. Officier, il y a une malle de dame, les courroies sont coupées. Il y a des chaussures aussi. Vous feriez bien de vous amarrer correctement, monsieur. Parce que je vais vous mettre tous les 4 dans nos berlines et vous emmener à la prison d'Oxford. Mais pourquoi? Cette femme est morte et vous le savez très bien. Il s'agit d'une affaire de meurtre. C'est pas si méchant que ça, hein? Cette histoire d'avaler un tube. C'est pas de ça que vous devez avoir peur. C'est de ce que révélera la biopsie. Êtes-vous prêt à recevoir un visiteur, monsieur Morse? Je pense que oui.
Salut, Morse. Alors, on se remet? Oui, on essaie. Vous avez de la température? Tout le monde a de la température. Enfin, pas comme ça, en tout cas. Écoutez, je voulais vous dire que nous étions tous très... Passons. Bon, j'ai apporté 2 ou 3 choses, mais je vois que c'est écrit rien par la bouche. Par pure précaution, c'est tout. C'est vrai? Bon, je vous ai apporté un peu de raisin. Je vais prendre ça. On a des règles très strictes dans cet hôpital. On veut que Monsieur Morse se remette, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle. Ça ne se pourra pas si vous apportez de mauvaises choses, n'est-ce pas? Non, mademoiselle. Ne restez pas trop longtemps. Bah, dites-moi, elle est pas très marrante, hein? Qu'avez-vous encore apporté? Eh bien, j'ai un pur malt, mais j'ai pas l'impression que... Là-dedans, je ne pourrais pas y toucher jusque... Ah, très bien. J'ai aussi un peu de lecture légère. C'est Carchot qui a choisi ça. C'est un universitaire, comme vous. Ses longues mains avides se mirent à descendre doucement sur sa petite culotte. Merci, monsieur. Écoutez, Morse, il est temps qu'on discute sérieusement. Ça fait un moment que je la voyais venir. Qu'avez-vous vu venir? Bah, la vérité, mon cher. Qu'est-ce que c'était? C'était la boisson. J'ai essayé de vous prévenir. Vous voudriez me mettre dehors? Vous êtes très malade. Vous devrez avoir tout un suivi médical après ça. Alors, pourquoi ne pas prendre une retraite anticipée? Vous l'avez bien médité. Qui vous dit que ça ne va pas s'améliorer? Je ne vois pas pourquoi vous voulez rester. Tout est en train de changer. Il y a une nouvelle génération qui piaffe d'impatience. Alors... Vous parlez de Lewis? Tâchez d'éviter toute rancœur envers Lewis. Vous n'avez quand même pas envie de lui barrer la route, non? Partez avec dignité. Vous êtes le meilleur inspecteur de toute cette vallée. Pourquoi ne pas vous retirer en pleine gloire? C'est ma vie, je l'ai consacrée tout entière. Que vous puissiez avoir tous les avantages, pensions, indemnités. Je ne veux pas prendre une retraite anticipée. Je veux que ce soit tout à fait clair, monsieur. Vous pourriez avoir à le faire. Rory Oldfield, Alfred Musson, également connu sous le nom de Brotherton, Walter Towns, également connu sous le nom de Thorold. Vous êtes très gravement accusés, en ce début de matinée du 22 juin 1859, d'être les responsables du meurtre de Madame Joanna Franks. Qu'est-ce que vous plaidez? Non coupable, votre honneur. Non coupable. Non coupable, monsieur. Monsieur le procureur Williams, vous représentez la reine. Approchez-vous, s'il vous plaît. Dans le premier acte d'accusation, 4 hommes étaient accusés. L'un d'eux est mineur, votre honneur. Il a été exclu en raison de son âge. Ah. Et les 2 autres accusations de vol et de viol? Annulées pour ne pas retarder la justice, votre honneur. C'est très bien, monsieur Williams. Vous pouvez commencer. Là, ça suffit, monsieur Morse. Mademoiselle? Bonjour. On m'a dit que je ne pouvais rien t'apporter à manger, alors. Eh oui, je ne dois rien absorber par la bouche. Merci. Alors? Comment tu te sens? Très bien. Le chirurgien devrait avoir les résultats de la biopsie aujourd'hui. Oui. Je suis en train de résoudre une affaire de meurtre. On dirait que quelqu'un l'a fait avant toi.
En 1859. Adèle, peux-tu me trouver le prix du billet de train de Coventry à Londres en 1859? Morse, comment Commence par la veux-tu que... bibliothèque d'Oxford. Non. Non, peut-être que le musée national du chemin de fer serait une meilleure piste. Attends, tu me parles sérieusement? Tu veux que je fasse ça? Le fait que je doive rester allongé ne veut pas dire que j'ai perdu mes capacités de réflexion. Je sais. Mais pourquoi? Enfin, tu te rends compte que ça va faire plus de 150 ans? C'est exact. Et 2 hommes ont même été exécutés à la suite de tout ça. Morse, tu es malade et peut-être même sérieusement. Moi, je suis en train de préparer le spectacle de fin d'année avec mes élèves de terminale. J'essaie de m'occuper de toi. Et en plus, je veille sur une mère âgée et malade qui vit à plus de 300 km d'ici. Et toi, tu me demandes de venir t'aider à réécrire l'histoire? Je commence même à suspecter qu'une très grosse bavure judiciaire a été commise en 1860 dans cette ville. Et je suis déterminé à découvrir si ce fut vraiment le cas. Ces hommes sur le banc des accusés, de vulgaires bateliers, dont on ne sait trop les noms, que le sentiment religieux a à peine effleuré, sont accusés du meurtre d'une très jeune femme, Joanna Franks. Une femme charmante et respectable, mariée 2 fois et fort malchanceuse. Rawhide! Capitaine Oldfield! Oui, monsieur. Vous avez de la place pour prendre une passagère? Jusqu'où? Tout le trajet. Jusqu'à Londres. Est-ce que c'est elle? Eh ben, on va l'emmener, hein? Ce sera un plaisir. Enfin, vous auriez pu attendre, vous ne croyez pas? Le moment me paraît mal choisi. Mais je devais pas trop le faire tant qu'il était chaud, quand la nature a cru bon d'intervenir. Alors il vous l'a dit. Il m'a appelé dès que vous êtes parti. Il était vraiment bouleversé, comme vous pouvez le penser. Alors, tous les deux, vous êtes... Ah. Morse a toujours eu des femmes intelligentes comme maîtresse. Si vous me demandez si nous habitons ensemble, pas du tout. Mais en revanche, nous sommes très bons amis. Et je suis extrêmement sensible à ce qu'il ressent. Il se fait du souci. Vous avez dû le voir. L'ange de la mort vient d'étendre ses ailes au-dessus de sa tête. Oh, je ne vous croyais pas si poète, cher divisionnaire. Je ne le suis pas. C'est ce que ma mère disait toujours. Écoutez, il est très mal en point et il ne lui reste plus que 2 années à faire avant la retraite. Et il y a un nouveau monde qui s'installe, vous savez. Nos méthodes vont changer. Maintenant, tout est dans la prévention, l'anticipation, l'enquête informatique, la justice interactive. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Agresseurs et victimes commencent à dialoguer. Oui, c'est de Californie que ça nous vient, je suppose. Enfin, quoi qu'il en soit, je ne serai plus là très longtemps, moi non plus. J'en ai assez de tout ça, franchement. Et lui, c'est pareil. Je peux lui obtenir ce qu'il y a de mieux. De bonnes indemnités de départ, une grosse pension. Mais vous savez, il ne voit pas du tout les choses de cette façon. Il a consacré sa vie à son travail. Pourriez-vous le faire réfléchir à ça? Pas s'il n'a pas envie de le faire. Son corps est en train de lui dire ce que son cerveau savait déjà. Écoutez, vous comme moi, on aimerait qu'il accepte de s'en aller. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on doit l'y forcer? D'accord. J'essaierai. Est-ce que vous voulez bien l'aider à résoudre ce qui semble être sa dernière affaire? Quoi? Oui, le meurtre du canal d'Oxford. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, ma chère? Cette affaire remonte à plus de 150 ans. Et oui, je sais. Mais il est déterminé à enquêter là-dessus. Et il a besoin d'aide, professionnellement parlant. Écoutez, là, c'est hors de question. Il me manque déjà 2 adjoints. Très bien. En tout cas, je lui ferai part de votre suggestion concernant sa retraite anticipée. Vous aimez la lecture, on dirait? Pardon? On dirait que vous aimez la lecture.
Et écouter de la musique. Pas cette musique. Quand est-ce que le chirurgien va m'amener les résultats? Quand vos examens seront prêts. Alors, comment ça va aujourd'hui? Pas très bien. Mais ça, c'est vraiment bien. Vraiment bien, mais... Mais vous avez simplement accepté le verdict du tribunal de l'époque. Tout ça parce que c'était une pauvre femme très respectable et que c'était les derniers des derniers. Mais ils l'étaient. Ils étaient ivres quand on les a arrêtés. Oh, mais ça ne vous a pas étonné, ça? Si vous veniez de noyer une femme, vous auriez envie d'aller continuer à boire de l'alcool? Oh, moi non. Eux, sûrement. Toutes les preuves étaient sur le bateau. Sa malle avait été ouverte, ses chaussures étaient là. Elle n'aurait jamais quitté la péniche sans elle. Mais si vous l'aviez tué, vous n'auriez pas effacé toutes ces traces, fait disparaître ses chaussures? Mais ses vêtements étaient déchirés. Et ils ont été accusés de vol et de viol. Pourquoi ces charges sont-elles tombées avant leur procès? Parce que si on pouvait les pendre pour meurtre, à quoi bon s'embêter à les enfermer pour viol et pour vol? À moins que ces charges soient inexistantes. Est-ce qu'on est loin d'Oxford? De Coventry à 36 heures, madame. Une nuit à bord. Je peux tenir la barre? Si vous voulez venir sur le pont. Son premier mari était un acteur de vaudeville, un artiste de music-hall, le grand Donovan, l'empereur des illusionnistes. Sur scène, elle était son assistante jusqu'à ce que, hélas, il meure en Irlande. Son époux la laissa sans ressources. Ensuite, elle se maria avec Charles Franks, un brave homme, mais pauvre, qui avait quitté Coventry pour travailler à Londres comme valet d'écurie, afin que sa nouvelle épouse ne meure pas de faim. Quand il eut gagné la somme de 20 shillings, il l'envoya à sa femme pour qu'elle puisse le rejoindre. Elle chercha le moins cher des moyens de transport, pas le chemin de fer, bien sûr, ni la diligence. Non, non, hélas. Elle choisit cette péniche sur laquelle elle ferait son dernier voyage. Bonjour. Je me suis dit que vous aimeriez connaître les résultats de votre biopsie. Merci. Alors? J'ai bien peur qu'il n'y ait plus grand-chose à faire. Quoi? Il serait inutile de vous ouvrir, je n'aurais pas le plaisir de jouer du bistouri dans vos intestins. Je remercie le ciel pour ça. Vous êtes sérieusement malade. Vous souffrez d'un grave ulcère. Non cancéreux, mais sans aucun doute aggravé par l'alcool. Pronostic, pas mauvais. Mais seulement si vous changez vraiment de façon de vivre. Changer quoi exactement? Toute cette bière et ce whisky que vous sifflez, laissez de côté. Et pas seulement maintenant, mais pour les années à venir. Ah bah au moins j'ai des années à venir. Vous pensiez le contraire? Tant mieux, vous serez peut-être plus réceptif. Maintenant, vous devrez prendre toutes sortes de remèdes, vous reposer, et je vous enverrai un diététicien qui vous conseillera pour le régime à suivre. Du jus de navet. En avez-vous déjà bu? Quoi, du jus de navet? Ce genre de papier trahit toujours quelque chose. Écoutez, je sais que c'est un don du ciel, mais n'y touchez pas pour l'instant. Et surtout pas quand mademoiselle McLean est de service. Elle le confisquerait? Non, elle boirait avec vous. Je crois qu'on peut se dispenser de cette chose maintenant. Quand pourrais-je reprendre le travail? C'est inutile d'y penser pour le moment. La première chose à faire, c'est que vous sortiez d'ici. Quelqu'un qui veillera sur vous. Je sens que c'est une bonne nouvelle. Strange. Oh, mademoiselle Cécile. Ah, c'est vrai. Mais voilà une excellente nouvelle. Dites-lui à quel point je suis ravi. Comment se sent-il maintenant? Beaucoup mieux, évidemment, mais il n'est pas encore tiré d'affaire. Il devra se ménager pendant plusieurs mois. Ah oui, ça c'est vrai. C'est plutôt délicat, l'estomac. Dites-moi, cette conversation qu'on a eue, avez-vous déjà discuté de ça avec lui? Et moi qui me demandais si vous aviez un peu repensé à ce que je vous ai dit. Non, évidemment, il n'a pas oublié ça, au contraire. Il sera certainement souffrant pendant longtemps, et cette affaire du canal d'Oxford va devenir encore plus importante pour lui. Ah non, dites-lui que c'est impossible, que je n'ai personne sous la main.
Oui, je sais, mais... Service d'étage, monsieur. Oh, attendez une minute. Hé, Kershaw. Ne vous en allez pas. Oui? Ah, je viens voir monsieur Morse. Ah oui. Oui, si ce n'est que je ne le connais pas. Essayez celui qui a le nez dans son bouquin. Kershaw? C'est exact, monsieur. Êtes-vous un nouveau diplômé? Oui, monsieur. C'est pour ça que je sers de si bonne tasse de thé. Vous n'êtes pas content du boulot que vous faites? Là, je me prenais pour un foudre de guerre et je crois qu'en fait, le divisionnaire me prend pour un vrai garçon de course. En tout cas, il m'a dit que vous examiniez une affaire. Connaissez-vous l'affaire du canal d'Oxford? Non, monsieur. Est-ce que c'est récent? Disons que ça remonte à plus de 150 ans. Alors, on ne peut plus faire grand-chose par rapport à ça, monsieur. Ah, c'est ça. Vous avez foi en la vérité et la justice, oui ou non? Supposons que 2 hommes aient été pendus pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis. Ça pourrait être plausible, parce qu'à cette époque, c'était les sergents de ville. Ça pourrait un peu nous aider si vous en saviez plus sur ce qu'est l'histoire de votre profession. La police de Londres a commencé à s'organiser en 1829. Depuis 1846, Scotland Yard avait déjà une brigade d'inspecteurs. Et il y avait aussi une brigade à Oxford. Pas vraiment bonne, à ce que j'ai toujours entendu dire. Que voudriez-vous que je fasse pour vous, monsieur? Pour commencer, vous pourriez découvrir ce qu'un billet de train de Coventry à Londres coûtait en 1859. Très bien. Ce serait en première, seconde ou troisième? Aller simple ou aller-retour? Train normal ou train spécial? Tous les tarifs. Très bien, je vais m'en occuper, monsieur. Et le prix par diligence aussi. Et le prix par le canal. Oui, monsieur. Combien de temps restez-vous à l'hôpital? Et ensuite, vous pourriez découvrir pourquoi ces fameux bateliers avaient si mauvaise réputation. Ça, c'est parce qu'ils devaient travailler 7 jours sur 7. Ce qui voulait dire qu'ils ne pouvaient pas assister à l'office du dimanche. Et dès lors, ils étaient considérés comme des mécréants peu fréquentables. On ne disait pas des bateliers, mais des passeurs. Je vais aller à la bibliothèque, voir ce que je peux découvrir. Monsieur Stevens, vous êtes au contrôle du canal et vous travaillez chez Tulles Yard à Banbury. Dites au jury ce qui s'est passé ce 21 juin. Oui, monsieur. La Barbara Bray s'était mise à quai avec sa passagère. N'est-elle pas venue se plaindre dans votre bureau? Elle m'a demandé les horaires des diligences de Londres à Banbury. N'était-ce pas de Banbury à Londres? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle ne s'est pas renseignée sur d'autres moyens d'aller à Londres? Pourquoi ça? Eh bien, elle a surtout parlé de la grossièreté et de l'ivrognerie de cet équipage. Est-ce que c'est courant au sein de cette catégorie d'hommes? Eh bien, on sait que souvent les passeurs entament la cargaison des cargos et deviennent assez enflammés. C'est le droit au bouchon, monsieur. Et vous n'avez rien fait? Eh bien, j'ai dit que j'avais de quoi la loger pour la nuit. Et elle a refusé. Et ces passeurs, vous leur avez fait des reproches ensuite? Elle avait l'air d'une dame capable de se débrouiller toute seule. Je l'ai vu remonter sur la péniche d'un air assez guilleret. Si vous aviez fait votre travail, ça aurait pu lui sauver la vie. Ce sera tout. Vous avez dit au jury que Madame Franks était remontée sur la péniche après être venue se plaindre. Mais pensez-vous que c'était de son plein gré? C'est l'impression que j'ai eue. C'est pourquoi je n'ai rien signalé. Quand le bateau est parti, Donne ça, toi. elle était en train de rigoler avec l'équipage. Allez, tiens, c'est pour toi. Je suis vraiment désolé, monsieur. Ça vous a fait du bien de manger, monsieur Morse? Bien sûr. Attendez, pouvez-vous m'aider? Pourquoi une femme des plus respectables, qui vient de se plaindre d'avoir été harcelée par des hommes, retournerait-elle boire avec eux? Vous seriez surpris. La nature humaine est ainsi. Bon, vous n'allez pas lire toute la nuit, j'espère. Ça dérange tout le monde. Anna McNeil, vous tenez les fourneaux à l'auberge de la Marmite. Oui, votre honneur. Oh, je ne suis pas votre honneur. Monsieur est votre honneur. C'est vous qui avez déshabillé le cadavre, je crois. Dites-nous ce que vous avez vu.
Eh bien, monsieur, ces vêtements étaient en désordre. Huissier, montrez la robe en question. Est-ce qu'il s'agit bien de la robe que la dame avait sur elle? Absolument, monsieur. Et j'avais remarqué cette déchirure à la manche. La seconde pièce à conviction, greffier. Oui, c'était bien sa culotte, déchirée de haut en bas. J'ai su qu'elle avait été agressée de façon vraiment malpropre. Vous parlez d'un viol? Monsieur le procureur Williams, ce n'est pas une accusation, cela, n'est-ce pas? Non, votre honneur. Alors, ne répondez pas, Madame McNeil. Dites-moi, messieurs, vous devez comprendre qu'il s'agit ici d'un procès pour meurtre uniquement. Continuez. Que pouvez-vous dire à la cour sur ces chaussures? Mais elle n'en portait pas. Non, parce qu'on les a retrouvées plus tard dans la cabine que les passagers occupent sur la Barbara Bray. Vous vous éloignez encore, au fait. Bon sang, madame, n'en ai-je pas déjà eu assez? Voyons, monsieur Morse, vous n'allez pas faire de difficultés. Je suis désolé, Dr. Van Buren. Le Jackson Oxford Journal de 1859 est déjà sorti. C'est le jeune homme là-bas. Merci. Vous remontiez le canal en empruntant le bassin de Prince Cut. Et vous avez vu la Barbara Bray. Oui, mais pas clairement. Il semblait que l'équipage était en train de se quereller. Walter! Walter, lève-toi, quoi! Thomas! Thomas! Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Je sais pas, capitaine. T'étais avec elle? Tu te la faisais? Non, j'étais en train de regarder mes... Tu ne touches à rien du tout ici. C'est quelques instants plus tard que vous avez vu quelque chose dans l'eau. Une femme noyée dans une robe bleue. Et comment vous est-elle apparue? Son visage était tout noir et décoloré. Silence! Monsieur le procureur, au point où nous en sommes, nous n'avons encore aucune preuve de l'identité de la victime. Je vais m'en occuper avec la plus grande attention, votre honneur. Avez-vous vu quelqu'un d'autre que les passeurs ce matin-là? Monsieur Ward, qui m'a aidé à la sortir de l'eau. Et quelqu'un d'autre? Un homme sur la berge qui marchait. Pourriez-vous l'identifier devant la cour? Non, monsieur. Un homme robuste, mais il y avait une brume épaisse. Savez-vous qui était cet homme, monsieur Lyons? Non, votre honneur, on n'a pas retrouvé sa trace. S'il vous plaît. Bonjour, excusez-moi. Je sais que c'est assez peu britannique comme attitude, mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir que nous travaillons sur la même chose. Ah bon? Oui, le livre que vous lisiez. Je suis Millicent Van Buren. Ah oui, c'est très bien. Vous êtes sans doute étudiant? Policier. Garçon de course, en fait. Cet homme qui marchait sur la berge, Favant, pourquoi on ne l'a jamais trouvé? Il y a eu un appel dans tous les journaux. Mais je suppose qu'il était vraiment impossible de retrouver un étranger de passage dans l'Angleterre victorienne. Dans la demande de détention, 4 hommes furent cités. Pourquoi n'en ont-ils inculpé que 3? Le petit Mousse n'avait que 15 ans et je suppose qu'il fallait son témoignage pour enfoncer les 3 autres. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, un prisonnier ne pouvait témoigner pour sa propre défense, ni même subir un contre-interrogatoire. Alors, le témoignage du jeune garçon était crucial. Ne me dites pas que vous commencez à croire qu'ils étaient innocents. Si c'était le cas, qui aurait fait le coup? Personne d'autre n'a été soupçonné. Morse ne fonctionne qu'à l'instinct. Il vous fait perdre votre temps. Est-ce que vous le saviez, au moins?
Thomas Wooton de Rugby, vous êtes âgé de 15 ans. Oui, monsieur. Vous savez que vous devez être honnête. Oui, monsieur, ou j'aurai des problèmes. Maintenant, dites à la Cour ce que vous avez en mémoire sur le comportement de vos collègues lors de ce voyage sur la Barbara Bray. Il y avait de la lubricité, c'est bien cela? Oui, monsieur. Elle est allée dans la cabine avec monsieur Oldfield. Je pouvais les entendre. Que pouviez-vous entendre? Eh bien, monsieur, le bruit que font un homme et une femme. A-t-elle protesté, au moins? Je sais pas, monsieur. Bon, très bien. Dites-nous ce qui s'est passé en ce jour du 22 juin dans les lueurs de l'aube, à Filbert Lock. Où étaient Musson et Towns? Endormis dans notre cabine, je crois, monsieur. Vous croyez, monsieur? Mais vous ne savez pas, monsieur. J'ai entendu Towns ronfler. Musson, lui, s'intéressait à cette malle. À la malle de la dame? La malle de la dame. Il croyait qu'il y avait de l'argent. Au moins 50 shillings, qu'il disait. Et avez-vous vu, oui ou non, cet argent? Elle était pauvre, cette dame. J'ai jamais cru qu'elle en avait. Où était monsieur Oldfield? À la barre, monsieur. Mais il a bien été dans la cabine des passagers. Avec madame Franks? Oui, monsieur. Thomas, on est à Filbert Lock? Oui, madame. Je vais devoir descendre, un besoin naturel. Ne t'en fais pas, je vais vous rattraper. Elle est descendue. Est-ce qu'elle avait ses chaussures? Oui, monsieur. Est-ce qu'elle est remontée? Peut-être, monsieur, mais je l'ai pas vu. Le capitaine m'a donné l'ordre d'aller dormir. Et vous n'avez donc jamais revu madame Franks? Non, monsieur. Je l'ai pas revue. Savez-vous comment ses chaussures sont revenues sur la péniche? Elle a dû remonter, monsieur. Est-ce que le capitaine Oldfield est retourné dans sa cabine? Ça, j'en sais trop rien, monsieur. Je me suis vite endormi. Oh, le sale petit menteur! Quel que soit ce qui s'est passé ensuite, quel que soit le déroulement des choses, ce n'est connu seulement que de ces 3 prisonniers sur le banc. Oui, monsieur. Et vous ne pouvez pas nous dire ce qui est arrivé à madame Franks? Non, monsieur. Est-ce que quelqu'un a dit ce qui s'était passé avec elle? Le capitaine Oldfield dit qu'elle s'est enfuie. Musson pense qu'elle a dû sauter. Dans le canal, vous voulez dire? Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé? La Cour n'est pas concernée parce que le témoin pense, monsieur Williams. Elle s'est noyée, monsieur. C'est pas ça? Ça semble évident. Merci, Thomas. Thomas, vous n'iriez pas mentir pour rester libre, n'est-ce pas? Ça, j'oserais pas, monsieur. Quel genre de femme était madame Franks? Plutôt belle femme, selon votre souvenir? Oui, monsieur. Des fois, elle était ravie, des fois, elle était triste. Des fois, elle était gentille. Et des fois, elle semblait comme folle. Vous voulez dire dans un état anormal? Je sais pas. Vous dites que vous avez dormi et que vous ne l'avez jamais revue. Mais tout à l'heure, dans votre témoignage, vous disiez qu'elle était à terre et que vous avez vu les autres partir à sa recherche. Maintenant, vous dites que vous ignorez ce qui s'est passé parce que vous étiez endormi. Oui, monsieur, mais je me suis trompé avant. Vous vous êtes donc trompé avant. Mais comment savoir que vous dites vrai maintenant? Je dis vrai maintenant. Vous mentez, c'est ça, hein? Non, monsieur, pourquoi faire? Êtes-vous entré dans cette mystérieuse cabine? Non, monsieur, pas du tout. Avez-vous cherché de l'argent dans cette malle? Non, monsieur, j'ai jamais cru qu'il y en avait. Vous diriez des mensonges pour sauver votre tête? Non, pas du tout, monsieur. Vous êtes sûr? Merci. Cachot, qu'est-ce que vous faites ici? Oui, désolé pour cette heure aussi tardive, monsieur. Non, non, je suis content de vous voir. Eh bien, je suis allé à la bibliothèque et j'ai découvert... Le témoignage de ce mousse. Thomas, je suis sûr qu'il y a quelque chose là. Mademoiselle? Mademoiselle? Il a dit à la cour ce qu'on lui a ordonné de dire, ça j'en suis sûr. Mais qui était derrière? Vite, appelez tout de suite l'équipe d'urgence. Très bien. Allô? L'équipe d'urgence. 3e étage, pavillon Nelson. Un arrêt cardiaque, c'est urgent. Je crois qu'il faut que... La charge à 200. Je vous dis à demain, monsieur. Attention. On dégage. Allez, encore. À 200. On dégage. Montez à 360.
Ça fait tout drôle. Oui. Oui, c'est vrai. Après tout ça, c'est... Je sais. Eh bien, merci, Fiona. J'espère que je n'ai pas été un fardeau. Si, un peu, mais ce n'est pas grave. N'oubliez pas vous comprimer. Je les prendrai, merci. Allez, on s'en va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. Merci à vous aussi, mademoiselle. Vous avez vos médicaments. Surtout prenez-les régulièrement. Sinon, vous reviendrez ici en vitesse. Ça fait partie du régime. Le repos est essentiel. Surtout, ne reprenez pas le travail. Et au bout d'une semaine, venez voir Monsieur Benfield. Oui, mademoiselle. Oh, et vous avez failli oublier ça. Oh. Gardez-la, mademoiselle, en souvenir de moi. Oh non, c'est trop tentant. Et ça aussi. Maintenant, on sait ce que vous aimez lire. Veillez sur lui, Madame Morse. Il y a eu une petite confusion, tu ne trouves pas? À cause de Madame Morse? Mais je n'y suis pour rien. Par hasard, tu ne leur aurais pas dit que je pouvais m'occuper de toi? Non, je peux m'arranger. Je ne comptais pas du tout sur toi. Ah, et tant mieux parce qu'il faut que j'aille chez ma mère à Carlisle pendant quelques jours. Je sais, je peux comprendre. Très bien. Monsieur Robert, son sac de soins intensifs. Monsieur Robert, son sac de soins intensifs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, vous êtes mademoiselle Cécile? Je peux vous aider? Vous devez être monsieur Kershaw. Vous pourriez le pousser à ma place? Bien sûr. Vous devez être content de vous en aller d'ici, monsieur. Vous croyez? Je crois que ça chagrine les saints dans le ciel de voir qu'il y a beaucoup de créatures délaissées sur terre qui apprennent les simples vertus de la camaraderie et du réconfort social dans un hôpital. Qui a dit ça? Je ne sais pas du tout. Mais aurais-tu appris les simples vertus de la camaraderie? J'espère que oui. Vous le savez, vous, Kershaw? Elisabeth Barrett-Browning. Faut prendre ça comme un avertissement, quoi. Aucun de nous n'est immortel. Nous savons que les cimetières sont pleins de gens indispensables. C'est gentil de vous intéresser autant à mon sort. Qu'est-ce que c'est? Les détails de la pension à laquelle vous avez droit, vous serez plutôt bien au chaud. Et vous avez de bonnes indemnités, savez-vous? Je n'ai pas l'intention de partir à la retraite. Mais le médecin de chez nous peut en décider autrement. Mais la forme physique n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'être un bon détective. Vous devez au moins admettre que je suis un bon détective. Oui, c'est vrai, mais vous ne pouvez pas l'être pour la vie. Aucun de nous, d'ailleurs. Pensez à toutes ces choses que vous n'avez pas eu le temps de faire. Comme quoi? Les mots croisés. Lire des livres. Et tout ça. Et tout ça quoi? Cette musique que vous écoutez tout le temps, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça varie, mais ça, c'est Mozart, le concerto pour clarinette. Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Qu'est-ce que vous pensez du petit? Kershaw? Trop futé, moi, je trouve. Il m'a bien aidé à retrouver la santé. Et j'aimerais le garder encore quelques jours, tant que je ne reprends pas le travail. Très bien, mais ce ne sera que pour quelques jours. Mais vous allez le gâcher, ce garçon, si vous l'impliquez dans toute cette idiotie à l'ancienne. Vous êtes bien Charles Franks, valet d'écurie à Edgware Road, à Londres. C'est exact, monsieur. La Cour est tout à fait sensible à votre grand malheur, monsieur Franks. Mais dans l'intérêt de la justice, veuillez retracer du mieux que vous pourrez le destin de cette jeune femme qui fut la vôtre. Oui, monsieur. Ma femme, Joanna, est restée habiter à Coventry quand je suis allé travailler à Londres. Et après quelques mois, j'avais mis de côté 20 shillings que je lui ai envoyés pour qu'elle vienne. Elle m'a écrit pour me dire qu'elle allait venir par le canal. 10 jours passèrent, elle n'était pas arrivée. J'ai décidé d'entamer des recherches. Mais arrivé à Oxford, j'ai vu que les journaux parlaient d'une incroyable enquête. Nous attendrons, monsieur Franks. Prenez votre temps. Je suis allé à la morgue aussitôt. Les craintes qui m'avaient déjà envahi me furent confirmées. La femme qui était étendue, froide et défigurée, c'était ma femme, Joanna. Ah. Vous êtes sûr, monsieur Franks? La cour doit être éclairée sur ce point. Vous avez dit défigurée. Oh, j'en suis sûr. C'était Joanna. Et oui, j'ai vu sa tache de vin juste derrière son oreille droite. Une marque. Il n'y a qu'un époux pour la reconnaître, votre honneur.
Ensuite, on vous a fait voir les chaussures trouvées dans cette fameuse cabine de la Barbara Bray. Oui, monsieur. Je les ai reconnues tout de suite. C'étaient les siennes. Ses préférées, d'ailleurs. Y a quoi là-dedans? Des œufs, monsieur. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle une omelette. Omelette ne rime pas avec assiette plate, Kershaw. Moi, j'appellerais ça des œufs brouillés. Oui, monsieur. Dans tous ces cours que vous suivez, on vous a déjà dit quel était le premier principe d'une bonne enquête? Non, monsieur. Ce qu'on nous apprend, c'est à gérer les plannings et les rapports. La base de toutes les enquêtes, Kershaw, c'est de se demander pourquoi. Pourquoi avait-elle pris une péniche? Je ne sais pas. En 1859, 10 trains par jour allaient d'Oxford à Londres et les compagnies de chemin de fer s'imposaient. Il y en avait beaucoup, si bien que les sociétés du canal ne faisaient plus recette. Ça bouleversait tout, hein. Les billets étaient chers? C'était 16 shillings l'aller simple d'Oxford jusqu'à Londres. Pour une femme très pauvre, c'était une fortune. Si vous étiez en première classe avec la bonne société. Oui, Kershaw. Mais en troisième classe? 6 shillings. De Coventry, ça aurait fait environ 2 shillings de plus. Et combien c'était par la péniche? 4 shillings. Alors pour 4 shillings, elle pouvait avoir la vie sauve. Et être à Londres en une journée. Ça n'a pas beaucoup de sens tout ça. Je suis bien d'accord. Et pourquoi a-t-elle bu avec les bateliers, les passeurs? Et pourquoi descendre à Filbert Lock? Pour aller aux toilettes, monsieur. Et le procès n'a pas établi qu'elle était vraiment revenue, en fait. Et puis pourquoi les sangles de la malle étaient-elles coupées? Et pourquoi avait-elle laissé ses chaussures dans la cabine? Ça, c'est vraiment bon, Kershaw. Merci, monsieur. Fallait plus de poivre de Cayenne, peut-être? Et pourquoi son visage était-il si noir et défiguré? Je me le demande aussi. L'acte d'accusation dit qu'elle a été étranglée et noyée. Mais on ne pouvait pas recourir au médecin légiste dans ce temps-là. Alors où est la preuve médicale dans tout ça? Il y avait le rapport de ce docteur du coin qui l'a examiné. C'est un certain Willis. Et celui du médecin de la morgue ensuite. Mais où sont-ils? Vérifiez-moi ça dans les archives. C'est une recherche dans le cadre des études? Dans le cadre de la police, madame. Et qu'est-ce que vous voulez? On m'a dit que vous conserviez ici les pièces à conviction des procès victoriens à Oxford. On ne les avait pas ramenées de St. Aldate? Si, mais maintenant ça sert surtout à la recherche. Bien, mais les dossiers médicaux? Ils sont à la bibliothèque des dossiers médicaux. Et les pièces à conviction des procès de 1860? Elles sont ici, là où c'est inscrit, Assise 1860. Voilà, il faut que je remonte à l'étage. Si ça ne va pas, vous m'appelez. Officier Harrison, vous venez de dire à mon collègue que vous aviez été à Iffley Lock à raisonner la Barbara Bray. Qu'avez-vous trouvé exactement à l'intérieur? Une malle de dame, monsieur. Dans la cabine des passagers. Les sangles étaient coupées. Ce qui pourrait signifier qu'il y a eu vol, mais ces hommes sont jugés pour meurtre. Il y avait des chaussures de femme, monsieur. Une dame quitterait difficilement un bateau sans mettre ses chaussures. Et si elle a décidé de quitter le bateau d'un seul coup ou de se suicider par noyade? Monsieur Lyons, il a été médicalement démontré, clairement encore, que cette mort ne peut pas être un suicide. Mais je ne crois pas que ça puisse administrer la preuve que ces 3 hommes ont commis ce meurtre, votre honneur. Messieurs, ces hommes qui sont sur le banc des accusés sont des illettrés, des mécréants, des hommes lubriques qui boivent beaucoup trop. Ils boivent les cargaisons qu'ils sont censés acheminer. Mais ils n'ont rien avoué pour ce meurtre.
Rien n'a été prouvé. Aucun témoin n'a été trouvé. Aucune preuve évidente n'a pu établir leur rôle dans ce crime. Et quant au témoignage de ce jeune homme, Wotton, vous avez entendu comme moi qu'il n'avait rien vu des derniers instants de cette pauvre femme. Mais maintenant, on vient nous dire qu'on doit tenir compte de la présence des chaussures dans la cabine avant. Mais si ces hommes étaient coupables, pourquoi ne pas s'en débarrasser tout de suite? Non, non, Madame Franks est morte ce matin-là. Mais on sait seulement qu'elle est descendue à terre, où d'autres ont pu très bien avoir commis ce crime. Qu'est-ce que c'est? Des dessous victoriens. Je peux vous emprunter ça? Ils ne sont pas à votre taille. C'est pour le chef, l'inspecteur Morse. Vous le connaissez? Bien sûr que oui. Mais je ne savais pas qu'il aimait ces choses. Eh bien, c'est le cas maintenant. Et tout le reste aussi. Vous devrez signer pour le tout. Bien, on dirait que c'est la malle de cette affaire. Si ce n'est que les initiales ne sont pas les bonnes. Les siennes, c'était JF. Ça vient peut-être d'un premier mariage. Mais c'est ça? Johanna Donovan, c'était Johanna Franks. Mariée à F.T. Donovan, le grand magicien. C'est donc pour ça qu'il y a écrit FTD. Vous êtes une merveille, mademoiselle. En êtes-vous si sûre? Oui, votre honneur. Avec votre permission, nous allons nous retirer et réfléchir à notre verdict. Entendu. Mais je dois vous informer de certains points dont il vous faut tenir compte. Il est vrai que les accusés ne sont jamais passés aux aveux. Il est également vrai que nous n'avons aucun témoin de ce crime crapuleux. Et même si le témoignage de ce mousse Wotton est bien la preuve qu'il régnait une ambiance de beuverie et de lubricité, vous pouvez aussi vous demander pourquoi, si ces hommes sont coupables, ils n'ont pas dissimulé les chaussures de la femme qu'ils ont tuée, ces chaussures étant dans la cabine avant. Cependant, vous pouvez conclure qu'ils avaient tellement bu au cours de la nuit qu'ils en ignoraient le sens des réalités, qu'ils n'avaient plus aucun réflexe de prudence. Vous pouvez également considérer que si ces hommes ne sont pas coupables de cet horrible crime, alors qui d'autre, au loin ou auprès de la péniche Barbara Bray, pouvait avoir un beau motif et les moyens de le mettre en œuvre? Messieurs, veuillez vous lever. Coupable. Très bien. Rory Oldfield, Alfred Musson, Walter Towns, vous connaissez le verdict. Avez-vous quelque chose à dire? Votre honneur, nous sommes tous innocents de ce crime. Monsieur Towns, je crois que la nuit dernière, vous avez demandé l'aumônier de la prison. J'ai confessé des choses pas très chrétiennes qui se passaient sur la péniche, des choses indécentes et pas bien jolies. Menant à un meurtre? Non, monsieur, pas ça, pas à ma connaissance. Oui. Messieurs à la barre, vous avez entendu le verdict. Mon devoir est de prononcer la sentence. Bonjour, c'est vous? Non, non, c'est pas grave. On vous a sorti du goulag, j'en suis ravie. Je sais que vous mettez une équipe sur cette affaire. J'ai parlé à Monsieur Kershaw. Intéressant, ce garçon, hein? Je me demandais si je ne pouvais pas vous inviter à dîner. Non, non, pas dans un restaurant, non. Non, j'ai vraiment un régime très strict à suivre, mais si vous pouviez venir jusque chez moi... Bien sûr, j'apporte une bouteille. Oh, désolé, j'oubliais, non. Non, c'est pas grave. Je souffrirai à vos côtés. Je serai là à 19h30. Très bien. Oui, j'ai fini votre livre, tout au moins en ce qui concerne l'affaire du canal d'Oxford. Oh, très bien. J'espère que je vous ai convaincu. Je crois que le procès était une parodie. Et 3 hommes ont fini pendus sur la place publique d'Oxford pour un crime qu'ils n'avaient certainement pas dû commettre. Ça vous embête si nous en... Bon, allez-y. Réduisez ma théorie en miettes. Une jeune femme est assassinée. 4 passeurs sont arrêtés, il n'y en a que 3 qui sont inculpés. Pourquoi? En l'absence de vrais témoins, ils avaient besoin du jeune garçon pour condamner les 3 autres. Oui. Et voici un procès qui était tout à fait joué d'avance.
Une partie civile qui est bourrée de contradictions, un avocat qui ne fait que les relever très mollement. On avait du juré mal disposé envers ces pauvres types, aucune preuve nulle part sur la façon dont le crime a été commis, et je pense qu'il y a autre chose qui cloche. Pourquoi gommer les accusations de vol et de viol? Parce que ce n'était pas grand-chose en comparaison du meurtre commis. Parce que ça aurait donné à la défense l'occasion de se renseigner sur Joanna Franks et sur sa libido cachée. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous ne faites marcher que votre instinct. Peut-être votre instinct sexuel. Quoi? Désolé, Morse. Si vous avez envie de me convaincre, alors vous allez devoir être vraiment très convaincant. Bon, très bien. 4 hommes sont arrêtés. 3 hommes sont condamnés. Seulement 2 sont pendus. Pourquoi ce Walter Towns fut-il gracié? Ce fut plutôt dramatique. Il a épousé la religion en prison, il a commencé à lire la Bible, on l'a baptisé. Ensuite, quand on les a emmenés sur le lieu de l'exécution... Ô Seigneur, si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Vers de frais pâturages, tu m'emmènes reposer. Monsieur l'aumônier, leur avez-vous administré les derniers sacrements? Oui, gouverneur, ils ont refusé la confession. Ils ont tous proclamé leur innocence. Monsieur Towns a recommandé son âme au Seigneur. Qu'on m'amène Monsieur Towns, je vous prie. Walter Towns, eu égard à votre récent retour à la religion de vos pères et à votre repentir face à une vie de péché, le ministre de la Justice, sur mon propre conseil, a jugé bon qu'une grâce pouvait vous être accordée. Je suis gracié, monsieur. Votre condamnation est commuée en une simple déportation à vie. Mais pour les autres, monsieur. Ils devront subir la peine qui leur est due. Mais on est tous innocents, monsieur. Tu sais qu'on a été traité injustement. C'est une erreur Tu le sais très bien, Walter. Il faut une injustice. Jolie bagnole, monsieur. Ce n'est pas une bagnole, Kershaw, c'est une voiture. Allez, venez. Ce serait même plus qu'une voiture. C'est une magnifique pièce de collection. Une magnifique pièce de collection? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est du post-moderne nostalgique. Et vous devez penser que mon intérêt pour cette affaire est une autre passion post-moderne et nostalgique. Non, monsieur. J'adore cette histoire. Vraiment? En quoi c'est fait? En calicot, moi je dirais. Cousu main probablement par une couturière compétente. Ça vous aide? Et la déchirure? Quelle déchirure? Pas la moindre trace d'une distension irrégulière dans le tissu fibreux. Vous voyez ça? C'est pas déchiré, c'est coupé. Une coupure tout à fait droite, verticale et nette. Vous voulez dire avec un couteau? Oui. Comme ça. Quick. Mais pourquoi, selon vous? Eh bien, j'ai peu d'expérience des mœurs dépravées du monde tel qu'il est, mais je dirais que c'est pour favoriser l'accès, guider l'entrée, être à l'intérieur. Un viol? C'est pas sûr. Avec un viol, ce serait plutôt déchiré. Peut-être que quelqu'un voulait que ça ait l'air d'un viol, oui, je sais pas. Et la robe? En coton. C'est fait aussi à la maison. L'ourlet a été rallongé. Le buste a été remodelé et élargi. Tout a été recousu avec du fil et une aiguille. Ça, c'est inhabituel? Pas à l'époque victorienne. Les robes passaient toujours de l'une à l'autre, ça on le sait. Et spécialement dans les familles pauvres. Elle a des teints dans l'eau, bien sûr. Dites-moi, Morse, est-ce que vous faites bon usage de la police et de son temps? Oui, de mon point de vue, c'est important. Les chaussures? Ce ne sont que des chaussures. Il n'y a pas de pointure, bien sûr. Ça n'existait pas à l'époque. Un cordonnier local, on dirait. Elles auraient besoin d'être réparées, mais je ne sais pas faire ça. Je vous trouve bien radin aujourd'hui. En général, vous me confiez un cadavre ou plusieurs. Pas cette fois. Elle s'est noyée dans le canal d'Oxford en 1859. L'examen médical de l'époque nous rapporte que le visage était presque noir et meurtri. Ce ne serait pas dû à la suffocation? Si. Il semble qu'en ce temps-là, il n'avait pas d'excellents médecins légistes.
Voulez-vous que je garde ça avec moi et que je fasse des analyses? S'il vous plaît, docteur Hobson. Et si vous trouvez quelque chose, je suis toujours en congé maladie, alors c'est plus simple de me joindre chez moi. Si vous voulez l'avis d'un autre médecin, vous vous allongez sur la table tout de suite. Non, merci. C'est toujours payant de revenir sur les lieux du crime, Kershaw. Je n'ai jamais aimé les canaux. Ça semble fait pour les cadavres. Au début de l'époque victorienne, ils étaient l'élément vital de la nation. C'était les autoroutes de l'époque. Sauf que c'était très lent. Ce n'était pas lent, c'était mesuré. Les choses avançaient à une vitesse plus naturelle. La moitié du trafic des Midlands à Londres se faisait par ici. Tous les bateaux de marchandises, de charbon, de sel, les péniches un peu plus rapides avec des passagers et des bagages. Et il y a, disons, plus de 140 ans, la Barbara Bray est apparue dans la brume du matin. Et là, un autre passeur a trouvé un cadavre en train de flotter. Où exactement? Quelque part par ici. Que s'est-il passé? Elle fut étouffée à bord de la péniche, et puis on l'a jetée dans l'eau. Et personne n'aurait pu voir ça? Ward, le pêcheur, dit qu'il a entendu un plouf dans la brume et qu'il n'a rien pu voir. Il y avait un autre témoin sur la berge. Qui était-ce? Un certain Favant. Quoi? À en croire l'enquête qu'avait menée un journaliste, la police a dit qu'il s'agissait de Donald Favant. Il avait pris une chambre dans un hôtel de Woodstock. J'ai lu ça dans le Jackson's Oxford Journal. Vous auriez dû le dire, Kershaw. Elle a peut-être été tuée sur la berge. Le mousse dit qu'elle était allée se promener. Elle n'est peut-être jamais remontée à bord. Quelqu'un sur la berge l'a tuée. Mais qui? Si ça s'est passé sur la berge, ça peut être n'importe qui. Les chaussures, Kershaw. On les a trouvées dans sa cabine. Et la cour a dit que ça prouvait qu'elle était remontée à bord. Oui, monsieur. Pensez un peu à cette entaille dans cette culotte. Pourquoi, monsieur? Eh bien, c'est la clé de cette affaire, ça. Qui était Joanna Franks? Quel genre de femme était-elle? Quelles étaient ses relations avec ces hommes? La cour n'a pas regardé tout ça. Exactement. Où est l'auberge en question? Laquelle? L'auberge où le corps fut transporté. Je présume qu'elle existe encore et je présume qu'on y sert de la bière. Qu'est-ce que vous en dites, Kershaw? Cette affaire ne repose que sur des hypothèses et des préjugés. Les passeurs étaient des ivrognes, des voleurs et des violeurs, et dès lors, ils ont forcément fait le coup. C'est tout à fait l'esprit de l'époque victorienne à Oxford. Oxford était sérieusement évangélique à cette époque. Quoi? C'était la guerre entre citadins et étudiants. Les étudiants religieux détestaient tous ces passeurs mécréants de Fisher Pro. Ils se battaient tout le temps. Mais après ce procès, les universitaires utilisèrent ce verdict pour évangéliser les passeurs. La loi fut changée, ils eurent leur dimanche de congé. On a même bâti une chapelle pour eux sur Icebridge Street. Elle est toujours là? Ah, je crois que là, c'est devenu un truc avec plein de verre. C'est juste en face de la prison d'Oxford, là où on a pendu ces hommes, tout près de l'endroit où les péniches se mettaient à quai. Ça a changé d'affectation il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est sympathique comme établissement ou quoi? Plus ou moins. Ça s'appelle Nuffield College. Mais comment vous savez toutes ces choses? J'ai eu mon diplôme à Oxford avant de devenir garçon de course. Premier en histoire au Cable College. Vous en voulez une autre, monsieur? Oui. Oui, je crois que j'aimerais, Kershaw. Mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'il soit sorti premier d'Oxford? Ah, tu as toujours été tellement snob. Moi, lui, il ne pense pas que je suis toujours en train de perdre mon temps. Il faudrait que tu sois un peu plus lucide. Lucide? Tu pars à la retraite dans 2 ans, alors pourquoi est-ce que tu te battrais pour une telle cause? Cette malle appartenait à Joanna Franks, la femme qui a été assassinée. Et ses initiales, c'était FTD? Elle avait déjà été mariée à un magicien de music hall, F.T. Donovan. Tiens, passe-moi le coupe-papier, tu veux. Mais c'est une pièce à conviction d'une grande valeur. Non, je crois que c'est magique. Oh.
Le grand Donovan, empereur de tous les illusionnistes. Et sa ravissante assistante, Joanna. Vous verrez un volatile sans tête mystérieusement renaître à la vie. En tout cas, il n'y a plus rien là-dedans. Plus d'argent. Eh bien, elle a pu être volée. Il y a toujours eu des soupçons concernant le vol. Ou peut-être la police l'avait-elle retirée? Il devrait y avoir autre chose quand même. Les choses que les femmes ont toujours sur elles. Un mouchoir, une bouteille de parfum. Enfin, sauf si elle avait un sac à main, quelque chose dans le genre. Un sac de voyage. Quoi? On n'en a jamais plus reparlé en fait. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rorail, Oui, monsieur. vous avez de la place pour prendre une passagère? Jusqu'où? Tout le trajet. Jusqu'à Londres. Vous me ramenez mes habits? Je vous les kidnappe. Pièce à conviction dans une affaire de meurtre. On m'a dit que vous aviez quelque chose pour moi. Je suis allée aux archives des dossiers médicaux. C'est ça que vous vouliez? Rapport médical sur Madame Joanna Franks, la reine Victoria contre Rorail Oldfield et les autres. Une femme d'environ 35 ans, maigre et plutôt mal nourrie. Taille 1,60 m. À première vue, elle serait morte par noyade. Mais son visage est congestionné, décoloré et noirci. Aucune blessure grave, si ce n'est une contusion assez apparente sur le côté droit de la bouche. Le corps est resté entièrement vêtu, mais il n'y a ni bonnet ni chaussures. La culotte est déchirée, mais il n'y a pas de trace évidente de relations sexuelles. C'est bizarre, Morse. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la femme qui les portait? Ne m'avez-vous pas dit qu'elle voyageait sur une péniche qui venait de Coventry? Long trajet, n'est-ce pas? Une nuit et un jour jusqu'à Oxford. Et dans ce cas, elle a dû descendre de temps en temps, forcément, les besoins naturels et tout ça. C'est vrai. Le petit mousse a dit qu'elle était descendue sur la berge à plusieurs reprises. Pas avec ses chaussures, car elles sont d'intérieur, celles-ci. C'est pas ce qu'on met pour ce genre de voyage, et rien n'indique qu'elles aient pu être portées à l'extérieur. Quelle taille faisait-elle? D'après ce que le docteur a noté dans le rapport, elle devait faire environ dans les 1,60 m. Avez-vous une idée de la taille moyenne chez les femmes au milieu du 19e siècle? Plus petite que maintenant. Manque de protéines dans l'alimentation. Un peu plus petite? Beaucoup plus petite? Je ne sais pas. Je peux vous trouver la taille des victimes de Jack l'Éventreur, là. C'était en 1880, on les a toutes mesurées. Eh oui, ça donne quoi? 1,50 m, 1,51 m, ce genre de taille. Si ce n'est une seule. Voyez, c'est celle qu'on appelait Longlise parce qu'elle était très grande. Et elle faisait 1,60 m. Alors? Et cette robe, on l'a faite plus grande pour la mettre sur une femme d'au moins cette taille. Et regardez la taille de ses chaussures. Oui, elles sont vraiment petites. Personne n'a mentionné ça. Visage congestionné, décoloré et tout noir, c'est de la suffocation, Morse. Comment a-t-elle été identifiée? C'est son mari, 10 jours plus tard. Après détérioration encore plus sérieuse. Oui. Il a pu l'identifier grâce à une tache de vin derrière son oreille. Intéressante, cette Joanna Franks. Elle était grande, mais elle avait des petits pieds. Elle s'est noyée, mais elle fut étouffée avant. Elle a été violée, mais il n'y a aucune trace d'une activité sexuelle quelconque. Elle a été volée, mais rien n'a été emmené.
Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux, là. Je trouve aussi, docteur Van Buren. Alors, où est-ce que vous allez? À Summertown. C'est très joli. Pourquoi? Avez-vous découvert un fait nouveau? J'en ai bien l'impression. C'est ici quelque part. Ah oui. Voilà, c'est là. À la mémoire de Joanna Franks, épouse de Charles Franks. Qui, après avoir été sauvagement agressée, mourut noyée dans le canal d'Oxford le 22 juin 1859. Alors, c'est bien ici qu'elle a été enterrée? Pas exactement, madame. Je vous demande pardon? Le monument a été déplacé. Vous savez, ça n'est pas du tout le cimetière victorien d'origine. Est-ce que vous savez où se trouve la tombe d'origine? Est-ce que la paroisse a un dossier? Je ne crois pas. C'est si important? Supposons qu'une exhumation soit demandée. Alors là, ce serait un sacré travail. Vous devriez tout démolir. La paroisse a vendu le cimetière principal pour construire des immeubles. Et ça depuis plusieurs années déjà. On a déplacé les pierres tombales de ce côté-là. Et voilà. Je suppose que tout ça ne va rester qu'une hypothèse. Vous savez que je ne vous suis plus cette fois, Morse. Attendez une minute. Kershaw, l'entrepreneur des pompes funèbres, n'a-t-il pas dit quelque chose à propos d'une société de prévoyance? La Coventry Mutual Provident et Burial Club. Bien sûr. Je comprends tout. Elle a souscrit une assurance vie. Voulez-vous essayer de voir ça, Kershaw? Ça semble plutôt difficile, monsieur. Mais suivez les dossiers, vous êtes historien, c'est bien ça, non? Morse, qu'est-ce qui devait juste rester une hypothèse? Oh, c'est une grande jeune femme qui n'était pas Joanna Franks qui fut mise dans cette tombe. Allô, c'est bien la Hong Kong Macao Bank? Oui, c'est la brigade de la vallée de la Tamise. Nous faisons une enquête criminelle et je voudrais retrouver une police d'assurance vie. Elle a été passée avec la société Coventry Mutual Provident. Oh oui, bien longtemps avant votre rachat d'il y a environ 3 ans. Merci. Morse, vous êtes en train d'essayer de me faire déchirer mon livre? Je vous demande seulement d'envisager une autre possibilité. Et c'est pour ça que vous voulez déterrer la pauvre Joanna? Mais est-ce que c'est vraiment la pauvre Joanna? Elle a été assassinée, pour l'amour du ciel. Êtes-vous sûr de ça? Quel est le vrai pivot de tout grand procès d'assises en instruction? La correcte identification de la victime. Alors? Tout le monde à la cour a présumé que la victime était Joanna Franks. Mais comment a-t-elle été identifiée? Par son époux, le valet de ferme. Et personne d'autre? Ni père, ni mère, ni frère, ni ami. Mais elle n'en a jamais eu. On n'a pas pu les trouver, en tout cas. Et aucun de ses passeurs, pas même ce Thomas. Exact, mais il y avait Charles Franks. Qui n'est venu de Londres qu'une bonne semaine plus tard. Il a vu le cadavre qu'on lui a montré à la morgue. Son visage était noirci et tout défiguré. Le cadavre était déjà détérioré. Elle avait une tache de vin. Ça, il n'y a qu'un amant ou un époux pour le savoir. Elle en avait une, ça c'est sûr. Joanna Franks mourut le matin du 22 juin 1859. Paiement d'une somme de 8 livres et 10 shillings. Bénéficiaire Charles Franks. La police d'assurance fut payée en totalité 300 livres en février 1861. C'est quoi ça, Kershaw? On vérifie ses plans d'épargne logement? Non, monsieur. Ah non, ça ne peut pas continuer plus longtemps, Kershaw.
oui, c'est très sympa ça. Ouais. Je lui en toucherai un mot si tu veux. Monsieur Kershaw? Bonjour, Suzanne. Moi, c'est Adrienne. Pourrait-on boire un verre tout à l'heure, si vous êtes encore là? Oui, ce serait bien. Très bien. Que s'est-il exactement passé dans cette affaire du canal d'Oxford? Vous m'apportez votre livre à l'hôpital, je le lis, je suis intéressé, et avant d'avoir lu 10 pages, j'ai déjà pu voir que les choses avaient du mal à tenir la route. Merci. Je parle de leur enquête. Je m'inquiétais pour les hommes arrêtés, je m'inquiétais pour la victime. C'est noble tout ça. Parce que rien de ce qui a été dit sur elle à la cour n'a un sens. Écoutez, Morse, je veux comprendre. Ses vêtements laissent croire qu'elle était grande, mais ses chaussures sont petites. Ses vêtements ont été bricolés. Mais où? Et par qui? Les passeurs, tiens. Vous êtes sûr? Commençons par le vrai commencement. Quand elle monte sur la péniche avec ses 20 shillings. Merci, madame. Avec 8 shillings, elle aurait pu prendre le train et rejoindre son mari en une journée. Pourquoi prendre une péniche? Elle était pauvre, c'était moins cher. Pas tellement. Les chemins de fer essayaient de pousser les passeurs à la faillite. Ensuite, selon ce qui a été dit devant la cour, elle est montée à bord avec une malle et un sac de voyage. On a vu la malle, mais on n'a jamais entendu parler du sac de voyage. Il n'en a même plus jamais été question devant la cour. Pourquoi? On nous a dit qu'elle s'était plainte du comportement lubrique et aviné de l'équipe, et elle s'est mise à boire avec eux. Towns a dit qu'elle les avait tous aguichés, y compris le jeune garçon. À Banbury, elle s'est plainte à un employé. Mais que s'est-il vraiment passé? Les gens qui sont sur la péniche sont tous saouls et lubriques. Eh bien, je vais leur parler, madame. Dites-moi, combien de temps met une diligence jusqu'à Londres? Il n'y a plus de diligence avant demain. Et je peux vous trouver une chambre pas chère pour la nuit à Banbury. Je vais rester à Oxford. Elle a eu toutes les occasions de s'en aller, mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu aucun problème. C'est elle qui aguichait les passeurs. C'était une illusion. Le scénario était bien en place. Et Johanna le maîtrisait parfaitement. Pour faire quoi? Dites au docteur Van Buren ce qui se passe pour l'assurance. Pour 8 livres, Johanna avait signé un contrat d'assurance vie juteux avec la société Coventry Mutual Provident d'une valeur de 300 livres. Pour elle, 10 années de salaire. Elle avait parfaitement bien séduit les passeurs. Et spécialement Thomas, parce qu'elle avait besoin de lui pour ce qui se passerait ensuite. Non. Vous inventez n'importe quoi. La nuit tombe. Il n'était pas loin d'Oxford. Salut, mon poulet. Que s'est-il vraiment passé à Filbert Locke? Ça n'avait rien à voir avec ce que Thomas a dit devant la cour, j'en suis sûr. Thomas, est-ce que c'est Filbert Locke? Oui, madame. Bon, rappelle-toi ce qu'on a dit. Tu ne devras dire à personne où je suis allée. Non, jamais, madame.
Je te donnerai ce que tu veux. Tu repasseras me prendre à Haylock. Je le ferai, je vous jure. Oui, je suis là. Elle est dans la carriole. Tu as apporté la robe et la culotte? Tu as dit qu'elle était grande, alors moi j'ai rallongé l'ourlet et coupé la culotte. Qui c'était? Mieux vaut ne pas le savoir. C'est une horrible chose. C'est fait maintenant, ma chérie. On ne revient plus en arrière. Et je ne veux pas la voir. Pas besoin de la voir. Monte devant avec moi. C'était une personne pas très heureuse. On est ici, Haylock. Tu vas remonter à bord. Oh oui, le mousse est prêt à tout pour moi. Voilà le Prince Scott. Tu sais ce que tu as à faire. Oui. Reste sous l'eau aussi longtemps que tu peux. Attention que personne ne te voit atteindre la rive. La carriole sera près du pont. Monte dedans et étends-toi. Je viens te rejoindre dès que j'ai fini. Maintenant, descends. Je dois continuer. Prends ça, 40 shillings. Tu les mérites bien. Wow. Et viens me voir bientôt. Elle dut lui donner de l'argent pour qu'il ne dise rien. Je pense que la police l'a trouvé et a cru sans doute qu'il le lui avait volé. Pourquoi ne l'ont-ils pas inculpé? Parce qu'il voulait qu'il aille témoigner à la cour. Quoi? Mais qu'est-ce que c'était que ça? Mais quoi? J'ai cru entendre quelqu'un dans l'eau. Walter! Walter, monte en vitesse! Thomas! Thomas! Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, capitaine. T'étais avec elle? Est-ce que tu te la faisais? Non, j'étais en train de regarder... Tu ne touches à rien du tout ici. Mais où elle est? Je sais pas. Mais c'est une pute, qu'elle aille au diable. Elle est complètement cinglée. Cherche-la! Oh, ouais. Ouais, pousse-toi de là. Tout ce que Franks avait à faire, c'était apparaître en sorte 10 jours plus tard et identifier le cadavre d'une inconnue. Vous êtes sûr, monsieur Franks, la cour doit être éclairée sur ce point? Vous aviez dit défiguré. J'en suis sûr. C'était Johanna. Oui, j'ai vu sa tache de vin juste derrière son oreille droite. Une marque. Il n'y a qu'un époux pour la reconnaître, votre honneur. Et l'affaire contre les passeurs était bouclée. Alors qui est enterré dans le cimetière de Summertown? On ne pourra plus le savoir maintenant. Et qui était Charles Franks? C'est l'homme qui a touché l'assurance un an plus tard et qu'on n'a jamais revu ensuite. Tout comme Johanna Franks. Je suppose qu'ils se sont enfuis tous les deux. Peut-être en Amérique, qui sait? Ah. Vous devriez écrire des romans, Morse. Vous ne pouvez prouver le moindre mot de cette thèse. Moi, je crois que si. Le procureur racontait n'importe quoi, en fait. La femme qui est dans cette tombe n'est pas Johanna Franks. Et pour le reste,
Ils s'en sont tenus à la version qui leur semblait la plus logique, la plus évidente. Le meilleur chemin dans le marécage. Exactement. Je voudrais une autre bière, Kershaw. Et une double cette fois-ci. Je regrette de ne pas vous avoir convaincu. En tout cas, vous avez tout fait, mais je ne vais quand même pas déchirer mon livre. Eh bien, pourquoi ne pas refaire une nouvelle édition? Mais je crois toujours que j'ai raison. Et je crois que c'est moi qui ai raison. Oh, Morse. C'était juste un puzzle que vous aviez inventé pour résoudre une agréable fiction. Admettez-le. Vous savez comment Charles Dickens définissait un bon détective? Comme un charlatan. Je vous offre un cadeau. Grandes enquêtes criminelles sous Édouard VII, eh ben dites donc, par Millicent Van Buren. Signé. Merci. Un peu de lecture très distrayante. Au revoir, Morse. Tiens, tiens. Hein? Oh, tu sais, elle retourne aux États-Unis. Hein. Tant mieux. Morse. Laisse-moi prendre ça. Non, non, ça va, c'est pas lourd. J'espère que... Tu t'y connais, toi, en cricket? C'est quoi le truc? Bradman, fameux duck en 6 lettres. Oublie le cricket, pense à Disney. Comme Walt? Mais quel est l'indice? Quichotte. Ça, c'est très drôle. Quelle est sa particule, déjà? Don? Donald, le fameux canard, évidemment. Oh, mais je rêve. Quoi? Don Favante. C'est un anagramme. Moi, j'ai pas compris, là. Don Favante. F.T. Donovan. L'empereur de tous les illusionnistes. Un homme unique au monde. Le prodige de Bertnaboy Bay. Mais où est-ce Bertnaboy Bay? C'est en Irlande. Je comprends parfaitement. Vous avez choisi l'Irlande pour passer vos vacances à fouiller les tombes. Eh oui, drôle de vacances. Je ne sais pas trop à quelle porte je dois aller frapper. J'ai besoin d'avoir une permission pour une exhumation. Non, je crois que personne n'ira faire d'histoire pour un cadavre qui a été enseveli il y a un peu plus de 150 ans. Mais c'est toujours très bien vu de poser une bouteille de whisky à côté de la tombe. Ça donne soif finalement de retourner la terre. Vous trouverez le pub là en face et je vais vous accompagner. Monsieur Morse, vous voulez ouvrir ça? Je préférerais que ce soit vous. Allez, viens, Liam, aide-nous un peu.
Je dois dire que pour un noyer de longue date, il est merveilleusement conservé. Vraiment magnifique. Vous voulez jeter un coup d'œil? Non, j'aimerais mieux pas. Pourquoi? Je vois pas où est le problème. Mais il a bien dû mourir un jour. Pas ici, à Bernaboi Bay. Mais pourquoi ont-ils fait une fausse sépulture? Mais pour pouvoir toucher la prime d'assurance. Et ils n'ont pas fait de coup qu'une seule fois. Ils l'ont fait 2 fois. Tu veux dire qu'elle s'est mariée 2 fois avec le même homme? Oui. F.T. Donovan. Autrement dit, Donald Favant. Autrement dit, Charles Franks. C'était un charlatan, c'était un grand manipulateur, c'était une canaille, et c'était un sacré meurtrier. Un témoin émotif. Et cette Joanna Franks fut sa première femme et sa seconde. Il était le fantôme des cimetières, il était le plus grand homme qu'il y ait au monde. Veuillez applaudir un grand citoyen du monde et d'Irlande. Un homme à qui, grâce à son talent inégalable dans les arts subtils de la magie et du tour de passe-passe, a été conféré un jour par le suprême conclave de la guilde des maîtres magiciens le titre d'empereur de tous les illusionnistes. Vous applaudissez cet homme irremplaçable, F.T. Donovan, le prodige de Bernaboi Bay et l'homme le plus grand qu'il y ait au monde, avec à ses côtés sa ravissante assistante, Joanna. Attention, c'est parti! Bon, vous l'avez tous vu, mes amis. Mais où est-elle maintenant? Nous allons voir. Eh bien, non, elle n'y est pas. Où est-elle? Vous pouvez vous rhabiller, monsieur Morse. Alors? Vos vacances vous ont fait du bien. En fait, je ne vois aucune raison de vous mettre en arrêt de travail plus longtemps. Désolé. Je songeais à la retraite anticipée. Est-ce que c'est sage? Ça ne convient pas toujours aux gens passionnés. Ils ont du mal à s'arrêter. Dommage que vous ne l'ayez pas dit l'autre jour. Je ne crois pas que ça aurait fait une grande différence. Alors, c'est la dernière visite? Je pense que oui. Savoir partir, c'est savoir recommencer. Qu'est-ce que la fin, sinon un nouveau point de départ? Absolument. Au revoir, monsieur Morse.